Bonjour à tous, bienvenue à ce 199e épisode des Lunchs du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer, aujourd'hui en co-animation avec Jean-Philippe Claude pour un contenu encore de qualité, 100% gratuit, mais 100% qualité. Donc, on est très, très heureux d'être là et on a bien hâte de vous présenter sous peu notre invité. Mais avant toute chose, salut Jean-Philippe. Salut, on fait une petite commandite aujourd'hui, je n'ai pas remarqué, quand on se parlait à la régie, mais Ah, j'ai failli mettre on ma casquette aussi, mais ça faisait un ombrage, fait que je vais va faire à un appel découvert. à Nike, hein? On commandite. Hey Jean-Philippe, ta présence nous a manqué au surprise de Charles Côté samedi soir. On est allé là, moi puis Audrey, puis tu devais être là, mais je pense que tu avais des empêchements. Ben, un gros empêchement, c'est la fête de mon garçon, 13 ans, la même date, le 10. Fait que, ouais, gros empêchement. Fait que, voilà. Bon choix, bon choix. Passe- Voilà. Passez une belle fête des mères. Magnifique, magnifique. J'ai volé également. J'étais en train de passer ma licence, là, je l'ai déjà mentionné, avec l'avion de Jacques Lépine, d'ailleurs, qui a Ben fait oui, un ben oui. beau vol voyage, Gatineau, Saint-Jean. Fait que c'était super. Belle fin de semaine. Cool, cool, cool. Excellent. Donc, en forme pour cette semaine? Yes, sir. Good, good. Donc, merci à tout le monde d'être là. Curiosité, on fait ça différemment. On serait curieux, en fait, de savoir de quelle ville vous êtes, de quelle ville vous nous écoutez dans le chat. Là, c'est toujours le fun de savoir. Des fois, il y a des gens aussi d'outre-mer, dans d'autres pays qui nous écoutent. Donc, à vos claviers, ceux qui veulent participer. Et on remercie également tous ceux qui ont travaillé à la réalisation de ce lunch immobilier. Donc, toute l'équipe, on va vous en parler un petit peu plus tard pour les remercier. Et on va poursuivre avec notre ami Alexandre Gagnon de Pivot Consultant, en fait, qui est un investisseur immobilier certifié du CIQ, un membre corporatif au sein du club depuis, en fait, c'est sa première année. Donc, on est très heureux de l'accueillir aujourd'hui. On va parler de rénovation payante et où maximiser, en fait, où investir pour maximiser la valeur de nos immeubles. Donc, Alexandre, tu es là. Bonjour, bonjour les boys, bonjour tout le monde. Salut, salut, ça va bien? Yes, très en forme, en feu. Hey, merci d'être là, merci d'être là. Donc, peut-être te présenter aux gens pour ceux qui ne connaissent pas encore. Yes, je m'appelle Alexandre Gagnon, je suis un gradué de génie civil de l'Université Laval en 2012. Dans le fond, je suis le directeur associé chez Pivot Consultant. C'est moi qui ai parti la succursale à Québec en 2021. Donc, on fait principalement du génie conseil, plans et devis dans le bâtiment. On fait un petit peu de civil, là, mais tout ce qui touche autour du bâtiment, branchement de services, gestion des eaux pluviales. Mais sinon, on se concentre beaucoup sur le bâtiment, puis on fait beaucoup dans l'existant. Fait que des projets plus compliqués qui demandent beaucoup d'expertise, connaître toutes sortes de types de matériaux. Ça, c'est pas mal mon parcours professionnel. Puis, j'ai fait le coaching élite avec le club l'année passée. Moi, j'ai quand même un bon background en construction résidentielle, en rénovation. J'ai commencé peut-être à 13-14 ans avec mon père à faire de la réno. Donc, ça fait plus que 20 ans. Puis, toute mon expertise, maintenant, je veux l'appliquer à l'immobilier. Donc, j'ai commencé... dans le fond, le coaching m'a aidé à trouver des opportunités. Avant, je voyais rien. Après avoir fait le coaching, j'ai trouvé ma première opportunité tout de suite. C'est là que les yeux s'agrandissent, puis qu'on voit des affaires qu'on pensait pas possible, puis qu'on croyait pas qu'ils existaient, en fait. Là. Fait que, ça résume pas mal mon parcours. Alors, on peut peut-être orienter le monde, c'est quoi les possibilités, là. Yvan, on sait que tu es un expert en flip, là, donc il y a tout le domaine des flips plus résidentiel unifamilial, si on veut. Mais il y a aussi tout le côté multilogement. Donc, comment optimiser, rajouter des logements ou rénover de façon optimale, si on veut, là, pour pouvoir augmenter la valeur des logements, parce qu'on sait, si on augmente les revenus, on augmente la valeur des logements, mais il y a aussi, on peut réduire les dépenses au niveau de tes logements. Comme on sait que le partenaire immobilier, Jean-François Picard, lui est expert en optimisation, justement, comme du remplacement de système de chauffage, qu'on va switcher pour comme des systèmes au mazout pour des systèmes électriques. Donc, il y a toutes ces opportunités-là, si on veut, pour maximiser les revenus puis venir ajouter de la valeur à nos immeubles. OK. Si on parle, mettons, de multilogement, mettons qu'on commence avec les multilogements.
Ouais. Tu as des trucs concrets là, pour vraiment augmenter la valeur de l'immeuble. Yes, en multilogement, si on commence à augmenter la valeur, si tu veux, les revenus, ben, le plus simple, c'est, admettons que tu as un locataire qui part, tu rénoves le logement, tu le remets au goût du jour, on refait la salle de bain, on refait la cuisine, la peinture, puis tu remets la valeur du loyer au niveau actuel, au niveau maximal, si on veut. Fait que ça, je vois des personnes qui vont prendre des logements qui étaient à 700 $ par mois, puis ils vont amener ça peut-être à Québec à 1200, 1300, 100 $ par mois, plus toutes les techniques qu'on apprend au club aussi pour augmenter la valeur des loyers. Fait qu'il y a cette option-là facile, on va dire. Une autre option qu'on peut voir, c'est utiliser des espaces perdus dans ton immeuble. Je sais que moi, de mon côté, j'ai un immeuble que je suis en train de rajouter un logement au sous-sol. C'était un locker perdu. Donc, on vient faire... C'est un projet plus compliqué. Là, on vient faire de l'excavation en sous-œuvre, puis pour avoir la hauteur minimale, parce qu'on le sait, dans les logements à Québec, où c'est 2,1 mètres. Fait que fini ton logement, il faut que tu aies 2,1 mètres minimum. Fait que faut voir les réglementations de chaque municipalité. Ça dépend des municipalités. Mais on peut venir rajouter des logements comme ça dans le sous-sol quand on a des espaces perdus ou inutilisables. Puis, je vois des investisseurs de mes clients aussi ont fait des ajouts d'étages. Comme à Québec, dans Limoilou, il y a beaucoup de places qu'on a des 2 étages, mais que c'est zoné 3 étages, qu'on peut monter à 3 étages. Là, on va faire les plans d'ingénierie pour la structure pour rajouter un 3e étage au-dessus du 2 étages. Puis, en venant ajouter un logement, ben, on le sait, ça va vite, là. C'est 20 fois la valeur du logement. Là. On peut augmenter de 200, 300, 400 000 la valeur de l'immeuble assez rapidement. D'ailleurs, je pense que tu es en train de le faire. T'as peu, Jean-Philippe. Je pense que tu es en train de faire ça, justement, je pense, avec un de tes 4 logements, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Dans le sous-sol, nous, on vient excaver en sous-œuvre. Donc, on a un 2 pieds à excaver. Là, il y a des travaux de structure là-dedans. On a préparé des plans de structure pour les soumissionnaires. Puis, on est en train de faire les travaux. Là. On est dans une demande de permis, les plans, puis préparer la place pour pouvoir excaver. On peut savoir des chiffres un peu là, sur les valeurs, les coûts et tout? Les coûts, les valeurs. Oui, on peut donner des coûts. Fait que c'est un 4 logements, j'ai payé 535 000. Soit à Montréal, ils vont sauter, mais à Québec, c'est quand même une bonne offre parce que c'est zoné 8 logements. Fait que moi, c'était un peu ça que je recherchais. Je recherchais des multiplex que on avait le droit d'ajouter des logements. Dans le fond, dans le zonage sur la carte interactive de la Ville de Québec, on peut aller voir c'est quoi notre zonage, puis combien de portes on a le droit. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a ciblé un immeuble que, justement, il y avait un espace vacant, puis on est en train de faire les estimations pour faire les coûts. Mais c'est un logement, moi, c'est un 5,5 que je vais rajouter parce que j'agrandis aussi les balcons à l'arrière. Donc, les logements 5,5 bien optimisés, c'est peut-être, on va parler entre 1,700 peut-être par mois. Donc, 1,700, 1,800. Fait qu'on va parler peut-être de 350 à 400 000 de valeur si on multiplie par 20. Comment ça coûte construire? Comment ça coûte les travaux à peu près? Les travaux, c'est à peu près estimé à 250 000. Fait que moi, je vais aussi à PH Select en même temps. Je rajoute des thermopompes et tout ça avec AB2C Énergie, qui est membre corpo du club. Puis, dans le fond, mon but, c'est d'être capable d'aller ressortir la valeur des rénaux, plus ma mise de fonds, après les travaux. Thermopompe, monsieur, ça l'excite, Jean-Philippe. La machine de compagnie, je te dis. Ouais. Thermopompe, c'est fun. Puis, tu sais, avec AB2C Énergie, ils nous donnent aussi d'autres trucs pour augmenter la valeur en chargeant aussi. Tu sais, pas mettre la thermopompe gratuite aux locataires, mais aussi on leur offre une qualité de vie de plus. Donc, on leur charge un montant par mois. Alexandre, je vais partager un article dans les commentaires de la presse de mon ami Michael Courrier. Oui. Justement, qu'il y avait il y a une innovation aussi au niveau des plex. En fait, ce qu'il faisait, c'est au lieu d'aller creuser en sous-œuvre, quand le premier étage le permettait, il relevait plutôt le seuil du premier étage. Fait que les 2 logements devenaient conformes, puis il n'y avait pas d'excavation en sous-œuvre.
Fait que ça coûtait beaucoup moins cher d'élever le plancher principal que de creuser en sous-œuvre pour aller chercher de la hauteur. Fait que je vais le partager pour faire un clin d'œil aussi à mon ami Michael. Mais c'était quand même assez innovant. Puis il explique un peu c'est quoi les bons candidats pour faire ça. Mais c'était très bien. J'imagine que c'était pas le cas dans ton plex. Là, mais... Moi, c'est plus compliqué parce que j'ai de la brique. Fait que, pour lever dans ce temps-là, avec les murs en maçonnerie, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup de structures puis d'appareils de levage de plus pour être capable. Ça fonctionne bien quand tu as un revêtement vinyle, tu as un revêtement plus tôle ou peu importe. Tu dis pour la hauteur le permet, qu'on peut venir lever, mais j'en connais beaucoup qui ont fait ça dans les Moilous, là, qui sont venus relever leur bâtiment. Puis, ça permet, ça se fait quand même assez facilement. Quand tu as un bon système porteur, des poutres principales et tout, ça te prend peut-être 2-3 beams d'acier. Puis, on vient lever avec des jacks carrément. Puis, on peut lever le bâtiment au complet. Mais Alexandre, juste pour être sûr, je ne lève pas tout le bâtiment. Je détruisais le plancher principal à l'intérieur, puis on reconstruisait le plancher principal plus haut. OK. Quand tu as la hauteur du premier étage assez haut. Exact. Dans le fond, il détruit ou il souffle le plancher du premier étage. Oui, c'est possible de le faire. C'est sûr, je le ferais peut-être en section pour éviter de tout enlever le plancher d'un coup. Là. On va venir le faire par section, peut-être 2 ou 3 sections. Puis ça peut se faire assez facilement. Là. Exact. Ça peut se faire quand tu as des plafonds de 10 pieds, mettons, puis là, que tu viens lever. Exact. Les gens iront lire l'article, on l'a partagé sur la presse. Là, ça définit un petit peu, les techniques. Justement, ça fait une petite marche à l'entrée. Fait qu'on rentre au premier étage, puis là, on a une petite marche dans le vestibule, en fait. Okay. Ça vient rehausser pour donner le. Voilà, c'était l'ajout que je voulais faire. Puis les étages, en fait, l'autre question que j'avais tout à l'heure, acheter des étages. Je suis ingénieur mécanique, là, je ne suis pas ingénieur civil. D'ailleurs, j'ai un regret. Je reviendrai en arrière, je donnerai une petite taloche à mon moi d'autres pas, dire vas-y donc en civil, ça va te servir à quelque chose à la place. Donc, je tiens à dire, je suis diplômé en génie, je ne suis plus membre de l'ordre. C'est important de mentionner. Et en fait, j'avais de la misère j'avais de la misère à voir c'était quoi le bon candidat. As-tu une règle du pouce à savoir c'est quoi le bon candidat? Y a-t-il une taille de poutre? Y a-t-il une structure particulière que tu vas voir qui ne coûtera pas trop cher à lever? À lever ou à rajouter un étage au-dessus? L'étage, oui. À lever un étage, en fait, oui. Rajouter l'étage, c'est ça, les constructions plus récentes où on a des murs en 2x6. Pour l'isolation, le mur en 2x6 à 16 pouces en centre, standard. À ça pour nos murs extérieurs. Pour du 2 étages, là, il n'est pas requis structurellement nécessairement. Donc, ça, c'est des bons candidats à rajouter un étage parce que souvent, ça limite les interventions structurelles que tu as à faire dans ton immeuble. Parfait. Après ça, des bons candidats, j'ai vu des places où on avait des murs de maçonnerie pleins. Souvent, les maisons, les plex en rangée, on venait valider la capacité de la maçonnerie avec des tests de compression. Puis le mortier, s'il était bon. Puis là, on était capable de s'appuyer là-dessus. Puis on n'avait pas trop de problème à monter un étage supplémentaire par-dessus. Fait que ça dépend vraiment de ta structure. Il y a tellement de types de structures, mais ça, c'est 2 candidats que quand je vois, ça nous permet peut-être d'être plus malléable. Puis moi, j'essaie toujours d'y aller avec les murs extérieurs. Fait que si la hauteur libre, la hauteur max du zonage me le permet, je vais m'appuyer sur les murs extérieurs. Fait que s'il y a des murs porteurs intérieurs, on n'y touchera pas. On va mettre des poutrelles de plancher plus hautes s'il faut, jusqu'à 24-30 pouces, peu importe. Puis ça va nous permettre de juste intervenir sur les murs extérieurs. Souvent, quand on fait un ajout d'étage, on fait le revêtement de toute façon. Puis tout. Fait qu'on peut bien faire les interventions structurelles par dehors. Puis pas déranger les locataires, si on veut, dans le logement. Ah ouais, à ce point-là? Oui. OK. Fait que là, tu laisses ton toit là. C'est quoi, tu montes ton étage, mais en gardant ton toit? On garde le toit. OK, tu gardes le toit. OK, intéressant. Puis là, Alexandre, je sais que c'est un paquet de facteurs, mais une règle du pouce, là, un bon candidat qui ne demande pas trop de travail structurel, c'est combien de pieds carrés? Là, juste un étage, le prix au pied carré.
Le prix au pied carré, ça va beaucoup par région aussi, hein, parce qu'on va voir les prix peut-être à Montréal où que l'accès est plus limité, puis tout ça, ça va monter. Mais tu sais, règle du pouce, moi je me disais, un ajout d'étage, tu essaies de t'en sortir à 150 à 200 000, mettons. Puis si tu es au-dessus de ça, souvent ça devient moins intéressant. Ça dépend combien de logements tu es capable d'ajouter aussi. Si tu es capable d'ajouter 2 logements, tu viens pas mal plus de rentabiliser ton projet que si tu es juste capable d'en faire un. Mais tu dis 200 000, mais au pied carré, ça revient à quoi? Je ne pourrais pas te le dire. Là. Il y a trop de variables. Trop de variables. Il y avait comme 300, 350 dans ma tête là, à peu près quand j'avais regardé dans le temps. Je vois Barbara qui dit 300, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a plein de variables. Mais, c'est ça, parce que si on a un cas où il faut que je fasse des interventions dans le mur structural au centre, ben là, tu viens jouer dans tous tes autres logements, tu viens d'augmenter le coût. Si tes fondations n'étaient pas faites pour ça aussi, puis il faut que tu fasses du renforcement au niveau des fondations, ben, ça peut faire que ton projet n'est pas viable. Absolument. OK. Excellent. Merci les boys. Moi, je reviens sur les thermopompes. On a une question là-dessus de Danos à midi 17 qui dit environ combien on pourrait augmenter le loyer d'un 3,5 en ajoutant une thermopompe murale uniquement? Fait que je sais, Jean-Philippe va avoir de quoi aussi à dire là-dessus, mais... Alexandre, en premier. AB2C recommande 60$ par mois d'augmentation. Donc, x 12, 720, x 20, 720 x 20, 14 000. À peu près. 14-15 000 par loyer pour un 3,5, mettons. C'est plus facile à vendre quand l'énergie, bien évidemment, quand l'énergie, c'est sûr qu'avec la thermopompe, il faut avoir une énergie, c'est souvent l'énergie électrique. Mais en fait, l'argument aussi, c'est l'air climatique qui vient s'ajouter, évidemment. Puis tu as une meilleure efficacité de chauffage. Fait que souvent, tu as une baisse de coût là, de chauffage hivernal là, qui vient s'ajouter. Fait que je trouve qu'elle se vend mieux de ce sens-là. Ouais. Moi, c'est beaucoup les locataires pour l'air climatisé. L'air climatisé, exact. Il fait chaud. Il fait chaud. Au Québec. Avais-tu d'autres questions dans le chat? Il y avait des questions pour changer. Il y avait... ça a l'air descendu mon affaire. C'est Mohan, oui, qui disait, je ne retrouvais pas la question, un 4 logements en 8 logements. En fait, les étapes, j'imagine, je vais juste y aller rapide, type locataire. Là. En fait, il faut faire des subdivisions. Fait qu'il faut autoriser ça. C'est-à-dire qu'à Montréal, là, plein d'arrondissements, on ne peut plus subdivider les logements. Ça prend déjà une autorisation de la régie pour faire ça. La subdivision de logements, puis Alexandre, au niveau de la structure, je te laisse commenter, c'est sûr que c'est très large. Là. Mais, pour subdiviser, tu veux dire que tu as des 6,5 puis tu t'amènes ça à des 3,5 si on veut. J'imagine que ça doit être à peu près ça. Ouais. Souvent, quand tu as des grands logements, il faut que tu fasses attention à ton zonage aussi parce qu'à cette heure, ils ont mis des clauses de grands logements. Fait que tu as des minimums de pourcentage de 3 chambres et plus ou de 2 chambres et plus qui est apparu dans les cartes de zonage. Fait que même si tu as des 6,5 et tu veux les transformer, peut-être tu es obligé d'avoir 75% de 6,5 dans ton bloc. Tu ne pourras même pas le faire, ça va bloquer au permis tout de suite. Fait qu'il faut vraiment que tu t'informes au niveau du zonage en premier. Puis après ça, ben, si tu as un grand logement puis tu as la place puis c'est permis, ben, tu sais, au niveau, je pense que c'est l'affaire la plus facile. Il faut que tu respectes. Moi, je pense que ça serait plus avec un architecte que tu fais affaire, mais au niveau structurel, souvent, c'est assez limité comme intervention que tu as à faire. Absolument. Justement, est-ce qu'on a besoin, mettons, dans le cas de projets d'agrandissement, d'étages en haut, en bas, est-ce qu'un plan, mettons, c'est sûr que ça prend un plan d'ingénieur, ça c'est une chose, mais est-ce qu'un plan de technologue ferait la job? Ça prend absolument un architecte? Comment on fait pour savoir, en fait, qu'est-ce que ça prend? Ben, au niveau technologue, c'est tout ce qui est la partie neuve du code, si on veut. Donc, partie neuve du code, là, c'est pas compliqué, c'est 600 mètres carrés et moins d'empreinte au sol. Après ça, c'est bâtiment en ossature légère, fait que des éléments répétitifs à 24 pouces 160 max. Après ça, c'est le type de bâtiment aussi. Donc, le résidentiel va embarquer là-dedans. C'est 3 étages maximum. Donc, quand tu vas rentrer là-dedans, tu n'as même pas besoin nécessairement d'un ingénieur. Tu as besoin d'un technologue en architecture. Sauf que des fois, les villes, ils vont rentrer puis ils vont t'obliger. Ils vont dire,
Dans notre processus de demande de permis, là, tu rajoutes un étage, on t'oblige à un plan d'ingénieur ou on t'oblige de prendre un architecte à cause de, je sais pas, l'insonorisation, etc. Mais normalement, le technologue il est capable de le faire. Ça. Donc, meilleure façon de faire, c'est de contacter la ville pour voir c'est quoi leur exigence. Parce que chacune des villes doit avoir leur exigence, je présume. Exact. OK, excellent, excellent. Oui, je vous laisse aller avec les annonces ou je vais avec une question, là? Voici une question, après on fait les annonces. Il y avait, en fait, c'était une question, c'était une thématique, Barbara, qui est toujours très active dans le chat. Barbara qui dit, en fait, le plus air ouvert possible. Je vais vous partager une leçon que j'ai eue là-dedans, parce que une leçon d'ailleurs que Sandra peut partager aussi, qui est en ligne. On avait des logements sur chemin Côte-Sainte-Catherine, à une certaine distance de l'université, mais quand même, on était à 1-2 km de l'université, puis on voyait c'était toute cloisonné, puis là, on a décidé d'ouvrir avec la cuisine. Justement, il a fallu installer la poutre, un rapport de charge. Ça a coûté genre 15 000 démolir le mur pour faire le rapport de charge. Puis dans tous nos logements, c'est lui qu'on n'était pas capable de louer. Même s'il était magnifique, c'était un air ouvert. Pourquoi? Parce que les gens cherchaient des chambres, parce qu'on n'était pas tellement loin de l'université. Fait que les gens splittaient les chambres. C'était des grands appartements de 900 pieds carrés. Fait qu'on a reconstruit le mur, puis on l'a reloué. Fait que ça a fait mal au cœur. Fait que de prédire, de choisir qu'est-ce que les gens veulent, faites attention à votre secteur. Puis je le dis, faites des petites annonces tests. Si jamais vous avez un doute, faites une petite annonce test avec 3 chambres, 2 chambres. Vous allez voir un peu la réponse, qu'est-ce qui va sortir, mais faites attention, vous n'habitez pas là. Ça aussi, c'est la question, là, vous n'habitez pas là. Fait que c'était écœurant. Moi, j'aurais habité cet appartement-là, je le trouvais malade, mais ce n'était pas ce que la clientèle cherchait à cet endroit-là. Fait que juste le petit bémol de faire attention que c'est pas toujours une cuisine ouverte qui va être vendeuse. L'important, justement, de connaître son marché cible, hein, ses clients cibles. On en parle souvent dans le cours de flip au club. Tu es en face d'une université, peut-être que des 1,5 vont faire la job, mais des 1,5 en face d'une école secondaire ou primaire, ben non, ça te prend des 5,5, 6,5 parce que c'est des familles. Donc, de connaître la clientèle selon la localisation, c'est hyper important. C'est un bel exemple, JP. C'est un exemple, Yvan, puis on était loin de l'université. Tu sais, c'est arrêté flagrant en avant de l'université, je comprends, mais on était assez loin, mais il y a une run de boss qui est direct, qui allait direct à l'université, fait que c'était cherché par les gens qui splittaient des chambres. Fait que un apprentissage qui a coûté 15 000 $. Voilà. J'adore l'idée de passer une annonce pour voir comment ça réagit, faire une étude de marché avant même. Donc, ce sera le 26 mai prochain. On prend une pause la semaine prochaine, le 19. On a congé et on revient en force, moi puis JP et M. Lépine, pour la 200e. Donc, quand même, qui aurait dit ça, la pandémie, quand tu as commencé, Jean-Philippe? Au début, tu étais tout seul. Hein? Tout seul, exact. On faisait des questions-réponses. Ouais, puis là, c'était le lockdown complet. En fait, c'est parti de l'idée. C'est parti de l'idée marketing aussi, puis de l'idée on se réunissait entre amis, puis on essayait de voir comment ça va affecter la pandémie, va affecter l'immobilier, puis on avait eu l'idée de dire, plutôt que de garder le savoir pour nous, on l'a juste partagé, puis on a juste échangé, puis c'est à partir de là, c'était les séries. Il y en avait un par jour à l'époque. Un par jour. On faisait un par jour. On avait même interviewé le président de la Chambre des notaires. On avait évidemment M. Lépine, Patrice Ménard, tout. C'était vraiment intéressant. Oui, Luc Poirier. C'est sûr, Luc Poirier, exact. On a eu un bébé COVID. Ouais. Qui est encore là. Excellent. Good. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont manifestés dans le chat pendant les petites annonces? Moi, je dirais avec une question générale, Alexandre, pour toute ta connaissance. C'est une question qui revient souvent aussi dans le cours d'optimisation, d'ailleurs, que je donne vendredi. Là, je voyais que c'était la dernière chance. C'est le cours d'optimisation. Et c'est mon dernier cours que je donne également avant l'automne. On me pose souvent la question, qu'est-ce qu'on rénove? Fait que, je vais prendre la question de Virginie en général. C'est un studio en Longueuil dans son cas, mais on me dit toujours qu'est-ce qu'on a besoin de rénover, qu'est-ce qu'on démolit, qu'est-ce qu'on démolit pas. Est-ce que ça vaut la peine d'y aller en neuf? Est-ce qu'on y va pas en neuf? Fait que, je sais que c'est un gros ça dépend, là, Alexandre, mais j'aimerais quand même que tu me donnes des guidelines, puis un peu aiguiller les gens là, à la maison, peut-être. Good, ce qu'on veut rénover, c'est sûr qu'on ne veut pas surrénover nos logements. Ça dépend de ta clientèle. Tu ne veux pas aller mettre des comptoirs en granit si tu as une clientèle qui n'est pas haut de gamme parce que tu ne seras pas capable d'aller chercher dans le prix de tes loyers. 1,5 Longueuil, mettons, là, comme ça. 1,5 Longueuil. Moi, je pense qu'on commence tout le temps par les gros morceaux. Là. Salle de bain, cuisine. C'est ça qui est important. Puis, tu sais, si les armoires sont encore bonnes et tout, peut-être juste un refacing de panneaux est suffisant.
puis on change de comptoir, là, puis on remet une nouvelle vanité, puis c'est beau comme ça. On veut refaire la peinture, on veut que tout soit clean. Fait que refaire la peinture, c'est assez important. Puis, si on a des vieilles chambranles, on peut changer les plaintes, les chambranles, ou aussi mettre de quoi de plus récent qui va fitter mieux dans l'appartement. Fait que, on veut que ça look good. On veut que quand on a les photos, on attire les gens sur Marketplace, etc. Exact. Plancher, je présume aussi, on a des vieux prélats, mettre du plancher flottant, c'est quand même pas très coûteux. C'est ça. Puis si on a dans un vieil édifice, puis qu'on se rend compte qu'en dessous du prélat, c'est un beau bois franc, ben, on arrache le prélat, puis on fait sabler le revernal, le bois franc. Là, on est capable d'aller chercher de quoi de beau avec ça. Exact. Ben, moi, tu vois, j'avais un débat. On regardait les bois francs, des fois, on les gardait pas, on mettait du vinyle. Fait qu'il y avait beaucoup de débats là-dessus. Non, il n'y a pas de réponse, en fait. Il n'y a pas de réponse préfète, tu l'as dit, Alexandre. Mais par expérience de ma décennie en immobilier et plus, là, surrénover, ça a souvent été une erreur que j'ai faite. On a surrénové. Puis il faut comprendre que le cash flow en immobilier, quand on est en expansion, c'est vraiment tight. Fait qu'on se rend compte, en fait, que quand on surrénove, des fois, ça va nous manquer de budget. Puis là, on va avoir d'autres vacances qui vont se créer qui étaient non attendues. Puis là, on commence à manquer d'argent pour rénover des logements. Fait que faites attention avec ça, gestion de la trésorerie, puis de rénover un petit peu moins. C'est un peu la tendance que je vois là, qui s'établit. C'est sûr que là, si on est voyons, en Québec, là, j'ai un blanc, le beau quartier à côté des plaines d'Abraham. Montcalm, c'est ça, merci. À Montcalm, à Québec, ou Plateau Mont-Royal, c'est sûr que la petite rénovation de plus va aller le chercher, mais sinon, on essaie d'y aller plus standard. Fait qu'on a baissé un petit peu nos coûts de rénovation avec un conseil qu'on donne souvent au club, si vous ne connaissez pas le secteur, mettons, ça avait déjà 100 portes dans un secteur, vous le savez, mais un nouveau secteur, je vous invite à aller visiter des logements à louer présentement. Oui, c'est le fun de savoir avec Ziplex, c'est quoi les braquettes médianes supérieures, inférieures, mais rien de mieux que d'aller sur place un samedi, dimanche, puis de se taper 20, 30 visites de logements en tant que locataire potentiel, puis de regarder un peu le standing de réno du coin, tu sais. C'est-tu justement en quartz? C'est-tu du plancher flottant, du plancher de bois franc? On ne veut pas non plus sous-rénover. C'est mieux de sous-rénover que de sur-rénover, mais d'aller visiter des logements actuellement en location, c'est une excellente idée. Très bon point. Quand on va visiter, Yvan, on le dit, hein, quand on va visiter aussi les appartements, des fois, je regarde les pancartes à louer, j'appelle. Tu sais, je m'en vais visiter un multilogement, tu te promènes, tu arrives une demi-heure, une heure avant, tu regardes, puis là, tu appelles, des fois, il y a un concierge sur place, tu peux visiter right now. C'est un bon petit truc. Gardez-vous un petit peu plus de temps. Excellent. Hey, le temps file, les amis. On va y aller avec le tirage, puis après, on va avoir le mot de la fin d'Alexandre. Donc, ça pourrait peut-être parler des erreurs que je vois qui vont faire mal. Si on voit en résidentiel, là, unifamilial, quand tu fais un flip, le monde ne regarde pas les grosses dépenses de la maison. Fait que est-ce que ma toiture est faite? Est-ce que les fenêtres et portes sont neuves? Est-ce que le drain de fondation est neuf? Ça, le drain de fondation, quand on fait des inspections, il est presque jamais inspecté, mais je vous recommande de faire inspecter votre drain de fondation parce que si vous vous enlignez sur un flip de maison pour faire 30 000 $ de profit, ben si le drain il est fini puis vous vous en rendez compte, c'est too bad, il faut le changer. Puis les drains ils ont une durée de vie, on va dire 25-30 ans. Si on regarde avec la jurisprudence, là, si on veut revenir contre l'autre propriétaire. Fait que si ton drain avait plus que 30 ans, tu ne seras pas capable d'aller rechercher 0 cent dessus. Fait que c'est important d'aller voir les gros postes si la maison est saine. Puis après ça, ben là, tu peux faire ton flip et avoir des coûts de réno qui sont bas. Puis après, dans le multi-résidentiel, si vous voulez prendre des triplex, quadruplex ou tout ça, puis monter ça à 5-6 portes, puis amener ça dans une grosseur qu'on va dire commerciale là, pour le refinancement et tout, ben là, vous embarquez, ça va vous prendre une phase 1, phase 2 environnementale. Fait que si vous achetez votre 4 ou votre 3, ben c'est peut-être bon d'en parler tout de suite avant d'acheter puis de faire une phase 1 au moins pour aller vous sécuriser, pour vous dire bon, ben j'aurai pas de problème de contamination si après ça, je veux refinancer à 6 ou 7 portes. Fait que c'est peut-être des gros points qu'on ne parle pas trop, mais qu'il faut vraiment faire attention parce que ça peut te casser les jambes.
C'est bon ce que tu dis, Alexandre. Moi, en fait, j'ai dit, mettons, les 2 gros points, évidemment, ce que tu as dit au niveau des rénovations et tout, mais tant qu'à moi, les 2 points qui peuvent casser les jambes d'une carrière d'investisseur, c'est une mauvaise assurance sur un bâtiment, puis une contamination de terrain. Pour moi, c'est les 2 choses qui me font le plus peur personnellement. C'est sûr que le reste, on l'inspecte et tout. Comme tu dis, on est en contrôle, mais le sol, on ne le sait pas. Puis l'assurance, par un mégarde, on est mal assuré, il y a un incendie. Aïe, aïe, aïe. Fait que j'essaie de toujours répéter ces points-là. Pour moi, c'est les 2 points qui me font toujours le plus peur, l'assurance puis la contamination. Puis c'est vrai qu'on ne contrôle pas le sol, puis on ne contrôle pas le sol du voisin non plus qui peut venir chez nous. C'est sûr que là, on peut poursuivre le voisin, tout ça, mais c'est un paquet de troubles et tout. Donc, soyez très vigilants là-dessus. C'est des très, très bons points. Hey, Alexandre, merci de ta présence, de ton partage, fort apprécié. On espère que vous avez aimé le lunch. Nous, on va se revoir en fait le 26 mai parce que c'est la fête de la Reine le 19 mai prochain. On va recevoir en fait M. Lépine qui va nous parler de l'avenir de l'immobilier lors du 200e épisode. Et on vous rappelle aussi qu'on peut réécouter en fait sur différentes plateformes de podcast les lunchs immobiliers. Des fois, il y en a qui ont tellement aimé qu'ils les réécoutent une 2e puis une 3e fois, un petit peu en accéléré pour sauver du temps. Donc, et voilà. Et sur ça, on vous souhaite une belle semaine à tous. Go, go, go. Donc, on se revoit, nous, le 26 et bonne fête de la Reine la semaine prochaine. Donc, merci à tous. Merci Alexandre. Merci Jean-Philippe. Merci les gars. Merci à tous. Bye tout le monde.